Bonjour à toutes et tous, vous êtes déjà une cinquantaine à nous avoir rejoints. On est très content de vous accueillir et de pouvoir vous apporter cette information. On reste vigilant sur les éventuelles questions que vous allez avoir à nous poser. Donc n'hésitez pas à utiliser de préférence le question-réponse plutôt que le chat pour échanger avec nous. À la limite, sur le chat, vous pouvez juste nous indiquer si vous nous entendez bien, si tout est OK d'un point de vue technique pour vous. J'attends juste un petit retour. Et comme ça, on attaque directement sans trop tarder pour ne pas trop empiéter sur votre pause méridienne. Allez, top, merci. Donc bonjour à tous. On va se présenter d'abord rapidement avant de commencer la présentation de ce webinaire qu'on veut assez court et le plus synthétique, le plus concret possible. Je suis Félix Faber, je suis vice-président en charge de l'exercice et je suis accompagné aujourd'hui non pas de Rémi Rivier mais de Vincent Dael qui est notre délégué général et juriste au niveau des services de la FMK nationale. On est très content de vous accueillir et de pouvoir vous renseigner sur ces points-là. Donc, comme je le disais, on va essayer de rester très concret et assez punchy. L'objectif de ce webinaire, c'est de vous apporter des précisions sur le texte récent qui est passé concernant les obligations des piscines qui dorénavant s'appliquent à nos bassins de balnéothérapie dans leur grande majorité. On va chercher à sécuriser vos pratiques, donc en sécurisant le caractère sanitaire des patients, en sécurisant vos équipes et en cherchant à réduire les risques sanitaires. On va tout faire pour que vous soyez le plus prêt possible à répondre à des prélèvements et à du suivi de contrôle de vos agences régionales de santé. Et on essaiera d'identifier ce qui concerne votre bassin, ce qui concerne votre pratique pour que vous sachiez précisément ce que vous devez faire. Donc on va attaquer sur le cadre réglementaire. Je laisse la parole à Vincent et je parlerai pour ma part plutôt sur le cadre pratique et sur comment est-ce qu'on se dépatouille avec tout ça et qu'est-ce qu'on fait au mieux. Voilà, merci beaucoup Félix et bonjour à tous. Donc effectivement, il y a eu des textes qui ont été publiés, deux arrêtés et un décret du 19 décembre et qui ont été publiés au journal officiel le 24 décembre, ce qui fait un beau cadeau de Noël si on veut avoir un humour un petit peu piquant. Avant de voir concrètement ce qui change dans les nouvelles normes, on va faire un petit point d'étape déjà sur le droit tel qu'il est déjà structuré et en vigueur pour les bassins de balnéothérapie. Et ensuite, on va passer plus en détail sur ce qui a changé avec ces textes de décembre 2025. Donc, il faut savoir que la balnéothérapie est encadrée, comme les autres piscines, que par la loi, par des décrets et par plusieurs arrêtés. Et on va voir ça en détail. Je vous mets les références juridiques ici. Et ça peut toujours être utile de s'y référer quand on a quand on se pose une question. Et s'ils ne sont pas toujours écrits de manière limpide, c'est intéressant de les avoir en tête au niveau de la loi, ce que dit la loi, elle nous dit bon, quelque chose qui vous concerne sans doute plus, puisque si vous êtes là, c'est que vous avez déjà un bassin de balnéo, mais que à partir du moment où vous créez une piscine, y compris un bassin de balnéothérapie, si elle est publique ou privée à usage collectif, ce qui est normalement votre cas, vous devez la déclarer à la mairie du lieu d'implantation. Ça, c'est pas trop une difficulté. Et la loi nous dit aussi que l'utilisation d'une piscine peut être interdite s'il n'y a pas de respect des normes d'hygiène ou de qualité telles qu'elles sont prévues, euh, que la personne qui est responsable d'une piscine, c'est-à-dire vous, est tenue de surveiller la qualité de l'eau. J'ai un message dans le chat comme quoi il n'y a pas de son audio. Est-ce que pour les autres, est-ce que c'est une seule personne ou est-ce que c'est... Moi, je t'entends normalement, Vincent, donc je pense qu'on est OK. Non, non, Ok. c'est OK. Donc pour Marc Colitor, je pense qu'il faut remettre le son ou changer de casque ou d'élément d'écoute, puisque pour les autres, on est bon sur l'entente. Bah, il risque de ne pas Sur entendre le... ce conseil du coup, mais c'est pas grave. Et la personne responsable d'une piscine est tenue de surveiller la qualité de l'eau, en sachant que c'est bien la loi qui précise que les frais qui correspondent aux obligations du responsable d'une piscine sont à la charge de ce responsable. Voilà, c'est un point important à avoir en tête. Et Félix y reviendra de façon plus concrète sur ce que ça implique dans les relations avec l'ARS tout à l'heure. Ensuite, il y a ce que disent les décrets. Donc il y a des choses qui étaient déjà en vigueur auparavant, y compris pour les cabinets de kiné. Les piscines doivent répondre à des exigences de qualité de l'eau qui sont définies ensuite par arrêté. L'alimentation en eau doit être assurée par de l'eau neuve ou de l'eau recyclée.
La fréquentation maximale d'une piscine, elle est d'une personne par mètre carré de plan d'eau couvert. Ça, c'était des obligations, enfin des normes qui existaient déjà. Et on va les voir plus en détail tout à l'heure, mais il y avait jusqu'à présent des obligations relatives aux pédiluves et aux zones chaussées qui concernaient toutes les piscines, sauf celles qui avaient une fréquentation maximale de moins de 15 personnes. Désormais, cette notion de 15 personnes pour les cabinets de balnéo, elle a sauté. On va venir plus en détail sur ce que ça implique. Pareil pour des obligations relatives au sol des piscines qui concernaient toutes les piscines, sauf les piscines qui accueillaient moins de 15 personnes. Là encore, c'est quelque chose qui a évolué avec le décret récent. On a des obligations pour les cabinets de kiné aussi. Ça, c'est quelque chose qui existait déjà. Donc ça, c'était déjà en vigueur. L'obligation de suivre d'avoir un protocole de suivi des paramètres techniques et d'un carnet sanitaire. Le fait que l'ARS fasse des contrôles sanitaires. Le fait que les prélèvements d'échantillons soient effectués par l'ARS ou par un laboratoire agréé. Le fait qu'il faille afficher les résultats des analyses. Le fait de communiquer à l'ARS les dates d'ouverture de la piscine de façon annuelle, ça c'est aussi des normes qui étaient déjà en vigueur, donc c'est pas une nouveauté. Et là, on va arriver à ce qui change depuis le 19 décembre 2025. Donc c'est le décret du 19 décembre 2025 qui est paru au journal officiel le 24 décembre 2025. Donc, comme je vous l'ai dit juste avant, les cabinets de balnéothérapie des kinésithérapeutes sont considérés par la loi comme des piscines privées à usage collectif, donc comme des piscines municipales. En revanche, jusqu'à présent, il y avait beaucoup de normes qui n'étaient applicables que, on va dire, aux grandes piscines, donc les piscines municipales ou les grandes piscines privées d'hôtels ou autres, qui en fait ne concernaient pas les cabinets de kiné parce qu'il y avait une limite générale, il y avait beaucoup de normes qui disaient ces normes sont obligatoires sauf pour les piscines qui accueillent moins de 15 personnes. Donc là, c'est jusqu'à présent, ça posait assez peu de difficultés pour les kinés parce que la plupart des bassins de balnéo accueillent moins de 15 personnes. Donc il y avait beaucoup de normes qui passaient, on va dire, sous ce seuil. Et donc, on n'avait pas à s'en soucier. Ce qui a changé dans la rédaction du décret du 19 décembre, c'est qu'il y a toujours l'exemption pour les piscines qui accueillent moins de 15 personnes sauf les piscines qui sont à usage thérapeutique. Donc les cabinets de kinés qui ont des bassins de balnéo, mais aussi les piscines des hôpitaux et des cliniques, mais aussi les bassins que peuvent avoir des sages-femmes, et aussi, bien sûr, les bassins que peuvent avoir des ostéopathes qui ne seraient pas kinésithérapeutes, etc. Donc toutes les piscines, même petites, qui ont une vocation thérapeutique, rentrent maintenant dans le champ de normes dont auparavant elles étaient exclues parce qu'elles étaient sous moins de 15 personnes. Donc ça, c'est la chose importante à avoir en tête. Il y a toujours des exemptions qui sont prévues. Donc vous ne tomberez pas tous sous le coup de ces nouvelles normes parce que il y a des normes qui ne sont applicables que si votre cabinet a été ouvert depuis telle date, etc. Ça, on va le voir en détail. Mais il faut vraiment bien prendre en compte maintenant que on est vraiment considéré comme étant des piscines à part entière et il y a beaucoup moins d'exemptions qu'auparavant. Si on rentre dans le détail, il y a des nouvelles normes techniques. Désormais, il y a l'obligation qui nous pose question et on va discuter avec le ministère pour avoir des précisions là-dessus parce que d'un point de vue technique, on se pose la question de comment ils voient les choses. Mais il y a l'obligation désormais pour les piscines, pour les bassins collectifs en tout cas, pas pour les bassins individuels, il y a une obligation d'installer des bacs tampons. Qu'est-ce que c'est un bac tampon? Généralement, c'est quelque chose que l'on voit dans les piscines municipales ou dans les piscines privées à débordement. C'est tout simplement les bacs qui sont situés sous les goulottes et qui servent en cas de débordement, en cas de vague, à recueillir l'eau pour éviter que ça déborde sur les plages et pour aussi récupérer un petit peu tous les parasites ou les petites saletés qu'il peut y avoir à la surface des eaux. Mais ça, pour les piscines plus petites, privées, c'est quelque chose qui n'est pas habituel, voire même très rare. Et donc le fait qu'il y ait cette nouvelle obligation nous pose question, et c'est quelque chose sur lequel on alerte le ministère de la Santé. Mais en tout cas, théoriquement, il y a désormais l'obligation pour tous les bassins collectifs d'avoir un bac tampon, sauf si votre bassin a été ouvert avant 2022 et qu'il était déjà équipé d'un bac tampon. Il y a également, depuis le 19 décembre, l'obligation d'installer des compteurs totalisateurs.
qui servent à quoi? Qui servent à suivre précisément les volumes d'eau qui ont été renouvelés de façon quotidienne dans les bassins pour respecter la limite qui existait déjà avant et qui n'est pas une nouveauté, enfin la norme qui existait déjà avant et qui n'est pas nouvelle, qui est qu'il faut renouveler l'eau de vos bassins à hauteur de 30 litres par baigneur et par jour. Ce qui change en revanche, c'est que auparavant, on avait l'obligation de vidanger totalement et annuellement toutes les piscines, qu'elles soient municipales ou qu'elles concernent les bassins de kinésithérapie. Désormais, on supprime cette obligation de vidange et il est désormais indiqué que cette vidange, elle ne doit être faite que si, que si certains indicateurs de qualité ne sont pas respectés. Donc on passe d'une logique où tous les ans on vide tout à une logique où on ne vide pas tout tant que l'eau est de bonne qualité. Sur de nouvelles obligations en termes de fréquentation et d'accès. Désormais, il y a l'obligation de fixer donc c'est-à-dire de déterminer la fréquentation maximale instantanée et journalière. Donc bah, c'est assez simple, hein. Vous avez des bassins couverts normalement, à part peut-être quelques-uns qui ont des bassins extérieurs, mais normalement vous avez des bassins couverts. La limite c'est un baigneur par mètre carré de bassin. Et ben, votre fréquentation maximale instantanée, si votre bassin fait 10 mètres carrés, eh ben, ça va être 10 baigneurs. En fonction de vos plages d'ouverture, vous pouvez aussi fixer la fréquentation journalière maximale. Voilà, ça c'est quelque chose qui doit être déterminé et affiché à l'entrée d'autres cabinets. Euh, On ne tient pas compte ici des questions conventionnelles, hein. On vous redonnera vraiment la règle conventionnelle pour éviter de vous mettre en porte-à-faux. Ce qu'indique Vincent, c'est vraiment la réglementation par rapport à l'usage des piscines. voilà, tout à fait. Voilà, oui, parce que évidemment, 10 patients d'un coup par c'était en termes d'accès et d'hygiène, il y avait jusqu'à présent pas l'obligation de douche corporelle que les patients aillent dans la piscine. Il n'y avait pas l'obligation de pédiluve ou de rampe de lavage, quoi, enfin de rampe pour remplacer les pédiluves si jamais il n'y a pas de pédiluve. Il n'y avait pas l'obligation de signalétique entre les zones chaussées et déchaussées. En revanche, maintenant, il y a l'obligation, y compris pour les bassins de balnéothérapie, que les patients prennent des douches corporelles avant d'accéder au bassin, qu'il y ait un pédiluve qui soit installé et par lequel il soit obligatoire de passer pour aller à la piscine. Il faut signaler les zones qui sont les zones chaussées et les zones déchaussées et les zones de rencontre entre ces zones. Et il faut également indiquer que la douche savonnée est obligatoire pour les patients. Et ça, il faut qu'ils en aient l'information. Il y a bien sûr des exemptions, c'est-à-dire que pour les cabinets qui ont été ouverts, donc les bassins qui ont été ouverts avant 2022, et qui font moins de 240 mètres carrés de surface, je pense qu'on est bon pour la plupart d'entre vous, ces obligations ne s'appliquent pas. Voilà, donc si votre bassin est d'avant 2022 euh, et que vos plages d'accès n'ont pas été rénovées depuis, et que c'est des bassins qui font moins de 240 mètres carrés, vous n'avez pas à vous soucier de ces obligations de pédiluve. Alors par contre, évidemment, si vous avez construit vos bassins de balnéo depuis 2022, c'est quelque chose qui peut poser problème. Et pour les bassins individuels et les bains à remous, là, on est sur une exemption également. Donc, si vous avez que des bassins individuels ou que des bains à remous, il y a pas de sujet par rapport à ça. Je prends les quelques questions qui sont arrivées en cours de route. Si le bassin est extérieur, la fréquentation autorisée est différente. Oui, elle est un petit peu plus élevée. C'est marqué dans le décret. Vous pourrez aller voir, mais de mémoire, c'est. J'ai répondu entre-temps, Vincent, je ne sais pas si tu Ah, vois la pardon. réponse. Ah, ok, bah, très bien, bah, parfait. Bon, bah, C'est c'est 3 personnes pour 2 mètres carrés de plan d'eau. voilà. Bon, bah, si on fonctionne comme ça, Félix, c'est parfait. Euh, de nouvelles obligations en termes de sol et de nettoyage également. Désormais, et tout est indiqué dans le décret du 19 décembre 2025, il y a des obligations en termes de matériaux pour les zones déchaussées. Donc, c'est des matériaux qui doivent être imputrescibles, antidérapants, etc. Euh, il y a l'interdiction de certains revêtements, toujours pour les zones autour des bassins. Donc tout ce qui est les revêtements type moquette ou alors les revêtements qui ne sont pas bien fixés et qui peuvent en conduire à des chutes. Il y a des exemples qui sont listés dans le décret. Ça, c'est interdit. Et également, désormais, on applique aussi aux cabinets de kinésithérapistes qui avant existaient pour les piscines plus grandes, comme les piscines municipales ou autres, l'obligation d'avoir une procédure écrite de nettoyage. Et la procédure écrite de nettoyage, et, il y a la liste dans le décret de ce qu'elle doit comporter, mais c'est assez lourd. Il faut que ça liste les produits que vous utilisez, où est-ce qu'ils sont stockés, comment ils sont renouvelés, etc.
Et ça doit être une procédure écrite qui doit être tenue à la disposition de l'ARS. Et désormais, vous avez l'obligation de la tenir, et c'est le cas pour tous les bassins thérapeutiques, y compris en hôpital. Et avant, ce n'était pas le cas, et c'est une procédure en plus qui pourra vous être réclamée par l'ARS. Pour ces normes-là, vous avez donc la procédure écrite, elle est obligatoire à partir de maintenant, donc gardez ça en tête. Pour en revanche, les nouvelles normes en termes de matériaux pour les zones déchaussées et d'interdiction de certains revêtements, vous avez là encore une exemption. C'est que si votre cabinet a ouvert avant 2022, vous n'avez pas à vous soucier de ces normes en termes de matériaux pour les zones déchaussées et d'interdiction de certains revêtements. Ça ne s'applique pas pour vous, sauf si depuis 2022, vous avez rénové vos plages et vos zones en fait déchaussées depuis 2022, même si vos bassins datent d'avant 2022. Donc, c'est quelque part un petit peu spécial. Ça ne s'applique pas, sauf si vous avez fait des travaux depuis. Donc, en fait, si vous avez dépensé de l'argent dans les dernières années pour rénover quelque chose et que c'est pas aux normes, bah, vous avez l'obligation de. Donc, voilà, ça peut être assez lourd si vous avez fait des travaux depuis 2022. Pour la liste des produits, j'ai vu le tableau dans le chat. Il faudrait qu'on s'y repenche précisément parce que c'est un peu compliqué. En fait, ce qui a induit que ce décret et que ces arrêtés aient été publiés fin décembre, c'est parce que c'est notamment pour se mettre en conformité avec des normes européennes qui changent en fait les produits qui sont à utiliser dans les bassins. Et en fait, c'est le même sujet que la norme européenne Certi-Biocide qui concerne vos cabinets, le lavage des surfaces, etc. Donc désormais, les procédures sont un petit peu différentes pour les fabricants de ces produits. Le mieux, je pense, enfin Félix, tu diras peut-être autre chose, mais moi je pense que le mieux c'est de se fier à ce que peuvent dire les fournisseurs un peu professionnels de produits autour de vous. Je pense que c'est eux qui sauront vraiment quels sont les produits qui sont conformes aux réglementations européennes et avec lesquels il y a pas de souci. Mais Félix, vu que tu es plus habitué à gérer des bassins que moi, bien sûr, tu sauras sans doute mieux répondre. Ouais, tout à fait. Là-dessus, c'est un petit peu comme avec pas mal de secteurs d'activité où vous avez des professionnels qui sont agréés, qui sont reconnus par les services de l'État. Ça vaut le coup d'avoir un pisciniste là-dessus qui l'est, parce que du coup, il engage sa responsabilité sur ce qu'il met en place dans votre piscine. De manière simple, vous pouvez utiliser du chlore et du brome. On ne peut pas avoir une piscine au sel, par exemple, avec un électrolyseur au niveau d'un cabinet de kinésithérapie, parce que c'est pas suffisant pour le caractère sanitaire de l'eau. Pour le reste, on pourra vous proposer des listes, mais les décrets, les arrêtés changent souvent à ce niveau-là, comme le disait Vincent, on est sur de la norme européenne. Donc vraiment, le plus simple, c'est quand même de se rapprocher. On vous parlera de la PAV après rapidement de notre partenaire, mais le plus simple, c'est quand même de se rapprocher aussi en local d'un ou de ça, ou d'un pisciniste qui est agréé et qui est reconnu pour l'entretien des piscines à usage sanitaire, à usage médical. On fait un petit stop sur les différentes questions qu'il y avait avant d'enchaîner. Alors, le nombre de patients max par jour, la réponse, je vais mettre réponse en direct. Le nombre de max de patients par jour, la réponse, elle va se reposer sur deux points de vue, deux principes. Le premier est que vous devez respecter la question du nombre de baigneurs instantanés. Et le deuxième est que vous devez être en mesure de prouver que vous avez remplacé 30 litres par baigneur et par jour. Donc si on part sur une idée de 100 baigneurs dans la journée, il faut avoir changé 3 mètres cubes d'eau dans sa piscine. C'est bien ça qu'il faut avoir en tête au niveau du respect, du strict respect de la réglementation. Mais j'en reparle après rapidement dans les éléments qui vont suivre au niveau des contrôles. Pour la question du pédiluve, en effet, les bassins avant 2009 sont exemptés. La principale exemption en matière de travaux qu'il n'y a pas et sur laquelle, comme vous l'a dit Vincent, on va chercher très rapidement des réponses au niveau du ministère concerne les bacs tampons. Pour le reste, globalement, quand vous avez des bassins qui ont été construits avant 2009, sur lesquels il n'y a pas eu de travaux, sur lesquels vous avez différents éléments, enfin, vous êtes exempté, donc vous n'êtes pas tellement embêté sur les travaux d'aménagement et d'adaptation, en dehors, bien entendu, de cette question du compteur qui va permettre de prouver assez finement que vous apportez de l'eau suffisante par rapport aux baigneurs qui fréquentent votre piscine. Pour tout vous dire sur le bac tampon, c'est vraiment quelque chose qu'on a en tête et on se rend bien compte que c'est des travaux potentiellement colossaux d'installer de tel matériel pour une utilité qui, pour des petits bassins,
et pas vérifié. C'est possible que c'est quelque chose que le ministère n'avait pas en tête au moment de la rédaction de ce décret. Et en fait, ils ont rédigé ce décret aussi beaucoup pour, cette fois, pour alléger certaines normes qui pesaient sur les piscines municipales. Et c'est vrai que, par exemple, pour les piscines municipales, c'est assez appréciable le fait qu'il n'ait plus à la vidanger totalement une fois par an. Mais ils n'ont pas forcément pensé aux effets de bord sur d'autres professions, notamment sur la question du bac tampon, qui est vraiment une question très technique. Donc demain, on devait avoir un rendez-vous avec le cabinet de la ministre de la Santé, où on devait notamment parler du sujet des bassins de balnéo et aborder ce sujet des bacs tampons qui, voilà. Et il a été décalé de quelques jours, donc on en parlera, on leur en parlera, et puis on les a déjà alertés par courrier sur le sujet. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on a vraiment bien en tête. Et bien sûr, on communiquera dès qu'on aura plus d'infos là-dessus. Alors, je viens de regarder pour les commentaires qu'on voit arriver, mais je vais enchaîner pour rester sur un temps assez court et garder également du temps pour les questions. Sur les questions de produits de nettoyage, je vois indiquer que dans le 78, on vous a interdit le brome. Pourtant, le brome apparaît toujours dans les règlements UE 528-2012, donc ça reste un des produits qui est utilisable actuellement. Il y a certainement des singularités, alors je ne pense pas que ce soit à l'échelle du département, ça va être plutôt à l'échelle de la région dans ce cas-là. Mais vous voyez qu'il y a des singularités qui se font aussi à l'échelle territoriale avec des exigences plus ou moins marquées, ce qui veut dire que l'idéal est de suivre les réglementations que vous allez avoir sur certains territoires et donc de vous rapprocher d'acteurs locaux. Si vous le voulez bien, on va enchaîner sur la question des contrôles et la question du suivi de manière à essayer de vous apporter le plus de renseignements possible. Et à nouveau, on vous donnera vraiment le cadre légal et comment faire au mieux pour le respecter. Donc, l'idée, dans un premier temps, je veux vous faire un rappel qui est extrêmement important. J'imagine que face à moi, j'ai sur le lot des panélistes, j'imagine que sur les 80 personnes présentes, vous êtes 99% de titulaires. Je vous rappelle que d'un point de vue déontologique, l'obligation d'entretien sanitaire d'une balnéothérapie ne repose pas sur le titulaire, elle repose sur le kiné qui exploite le bassin. Dans les piscines municipales et dans les piscines de plus grande ampleur, on a une personne qui est désignée responsable, donc c'est la personne désignée responsable de l'entretien de la piscine. Euh, Au niveau de notre application, c'est le kinésithérapeute qui s'en sert à un instant T qui en devient le responsable. Ça veut dire que quel que soit son statut, que ce soit un titulaire, que ce soit un assistant, que ce soit un remplaçant, déontologiquement, il est responsable de l'état sanitaire de la piscine. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans la question de la mise en place de l'organisation des plannings, du rôle et des archivages, souvent vous avez des assistants qui vont vous dire, bah non, moi j'ai pas à m'occuper de ça. Alors si les frais d'entretien de la piscine reposent effectivement sur la question du titulaire et sur les charges courantes du cabinet, le maintien et la régulation de l'état sanitaire de votre piscine repose sur le kiné qui l'utilise à un instant T. Et ça, c'est vraiment important, donc je veux que vous l'ayez en tête. À ce niveau-là, la première des choses, c'est vraiment de mettre une organisation. Qui s'occupe de quoi, quand, à quel moment? Et si vous êtes seul à vous occuper de la piscine et que vous êtes 15 à l'utiliser, c'est sûr que c'est compliqué. Si par contre vous vous répartissez les rôles, ça se fait beaucoup mieux et ça engendre moins de temps, moins de contraintes pour chacun. Ces plannings, ces rôles doivent être archivés, c'est-à-dire que vous devez absolument avoir des documents. On va vous proposer un guide d'ailleurs qu'on a créé au niveau de la FMKR pour vous accompagner dans les démarches quotidiennes de la piscine. Ça doit être documenté, ça doit être archivé au même titre que le carnet d'entretien que vous allez suivre et qui va vous permettre de savoir où vous en êtes au niveau des contrôles. Lorsque vous avez un contrôle de l'ARS, donc ce sont des inspecteurs qui sont sous-traités ou qui sont internes à l'ARS, qui vont venir chez vous de manière inopinée faire un contrôle, ils attendent des preuves. C'est-à-dire que s'ils vous accueillent et qu'ils demandent où est le carnet d'entretien, où est la documentation d'entretien de la piscine et que vous n'avez rien, il y a fort à parier que vous allez être embêté par la suite. Ça, il faut vraiment bien le noter. Et donc le simple fait de leur présenter tous ces documents et de montrer, je vais insister sur un point, vos mesures correctives, vos actions correctives, déjà, vous vous mettez l'inspecteur, vous vous mettez la personne qui vient faire le contrôle, je ne vais pas dire dans la poche, mais dans une meilleure condition que si vous n'avez rien à lui présenter et qu'on ne sait pas trop qui gère quoi, comment, et qu'il y a des relevés qui sont pas récurrents, qui sont pas quotidiens et sur lesquels vous avez des problématiques là-dessus. En termes de preuves, principalement le carnet d'entretien avec tous les relevés que vous faites, relevés à minimum quotidien,
Et quand vous avez des problématiques sur vos relevés quotidiens, donc idéalement ce sont des relevés au photomètre, hein, les vignettes et les languettes qu'on planche dans l'eau ne sont pas suffisamment fiables pour assurer l'entretien quotidien de l'eau. Sur ces contrôles, quand vous avez des problématiques, l'idée c'est de pouvoir montrer que vous avez une action corrective qui est menée avec un appoint d'eau un petit peu plus important, avec un apport de pH moins, avec un apport de chlore, avec un apport d'agent nettoyant. Ensuite, il faudra essayer de documenter au maximum le renouvellement. Quand vous n'avez pas de compteur spécifique, c'est effectivement parfois compliqué d'en ajouter un, mais c'est pas non plus les travaux les plus importants. Ce qui va poser problème, c'est la dimension du bassin et la nécessité de renouvellement d'eau. Si vous avez un bassin qui tourne 10 heures par jour avec 3 baigneurs par heure, ça fait déjà 1 mètre cube d'eau à changer dans la journée. Et la problématique qu'on peut rencontrer, c'est que l'eau peut être froide et on peut avoir des soucis pour arriver à la réchauffer puisque notre eau doit être à 32-33 degrés, contrairement à des piscines municipales où la température minimale acceptée est de 25 et la température optimale de 28. Et entre 28 et 32, d'un point de vue bactériaux et d'un point de vue des chloramines, c'est pas du tout la même affaire. Donc là-dessus, euh, il faut arriver à montrer que vous mettez en place ces actions correctives et que vous êtes vigilant. Ensuite, comme je le disais, la sensibilité de l'ARS, elle repose vraiment sur des efforts documentés et archivés. C'est tout ce que vous allez pouvoir montrer en matière de réponse aux anomalies, en matière de suivi de votre piscine et en matière de suivi méticuleux. Si vous mettez ça en place, même s'il y a des petits éléments qui ne vont pas forcément le jour du contrôle, vous pouvez avoir beaucoup plus de parcimonie que si vous n'avez aucun document à présenter, aucun archivage et qu'on ne sait pas trop qui fait quoi. Sur les documents qui sont à présenter en cas de contrôle. Donc d'abord, vous avez le registre ou le carnet sanitaire, c'est-à-dire tous les relevés que vous faites, les actions correctives que vous mettez en place par rapport à ce que vous avez détecté, à ce que vous avez identifié. Les actions correctives, ça peut être également un étalonnage de vos ordinateurs de traitement de l'eau, ça peut être un étalonnage de votre appareillage, ça peut être une compensation en eau, ça peut être un apport, ça peut être une chloration choc, ça c'est à vous de le définir. Au niveau des relevés quotidiens, ils doivent être complets, au moins un relevé par jour et des relevés complémentaires s'il y a des anomalies. Une procédure écrite au niveau du nettoyage des surfaces, qui fait quoi, à quelle fréquence, de quelle manière, avec quel type d'appareillage. Est-ce que vous avez un Karcher, est-ce que vous avez un jet à pression, qui le passe, comment, est-ce que vous frottez, est-ce qu'il y a des consignes qui sont spécifiques au niveau de votre document unique avec la femme de ménage. Tout ça, c'est à documenter de manière méticuleuse. Au niveau de l'organisation de l'usage du bassin, également, comment vous vous en servez. Donc, est-ce que c'est du soin, enfin, est-ce que ce sont des soins? Est-ce que vous avez d'autres formes d'utilisation du bassin? Est-ce que vous faites des séances d'aquagym dedans? Est-ce que vous la louez ou est-ce que vous vous en servez également pour des bébés nageurs? Tout ça, c'est à documenter de manière très fine pour montrer comment vous utilisez votre piscine et être le plus transparent possible par rapport au contrôle éventuel. Sur la traçabilité obligatoire avant les premiers baigneurs, donc le matin, avant de commencer à attaquer l'usage de la piscine, on va recueillir les problématiques de chlore et les réguler éventuellement. Bah, vous connaissez ces chiffres, mais c'est pour les faire réapparaître. On vous les proposera également dans le guide. Ce qui va nous intéresser, ça va être le chlore libre. Est-ce qu'il y en a suffisamment? Est-ce qu'il n'y en a pas trop? Et ça va être la présence de chloramine, qui sont un petit peu les poisons de nos piscines, puisque ce chlore dégradé va également réduire l'efficacité du chlore et réduire son activité. Je vous rappelle également à toute raison utile que c'est le pH qu'il faut régler en premier, puisque quand vous avez un pH qui est mal réglé, ça déséquilibre l'efficacité de votre chlore, et donc vous avez un chlore libre et un chlore actif qui seront moins présents et qui seront moins importants que si vous avez un pH qui est bien réglé. Au niveau du chlore actif, vous avez des photomètres qui le calculent directement, pardon, et vous avez sinon, vous avez des tables de calcul croisées qui sont assez simples et disponibles partout, qui vont faire correspondre le pH et le chlore libre et qui vous permettent de déterminer le taux de chlore actif que vous devez maintenir dans la piscine. Au niveau, je vois une question et donc j'en profite juste sur la dia précédente pour ajouter un élément qui n'est pas écrit sous vos yeux. Effectivement, vous avez des contrôles à faire de manière quotidienne. Donc ça, c'est ceux qui sont là. C'est le pH, le chlore libre, les chloramines et le chlore actif. Et vous avez des contrôles qui sont à faire de manière mensuelle. Et là, on va parler des chlorures.
du carbone organique total et du THM. Ça, ce sont des relevés à faire de manière mensuelle. Vous pouvez les faire vous-même, vous n'êtes pas obligé de les externaliser, mais ça nécessite de l'appareillage qui est beaucoup plus coûteux pour avoir une certaine précision. C'est là où effectivement la PAV intervient, c'est qu'on a un partenariat avec la PAV où pour un tarif, on y reviendra, mais de 138 euros mensuels, annuels si je dis pas de bêtises, vous avez un prélèvement par mois qui vous permettent d'être dans la réglementation au niveau de ces contrôles complémentaires qui sont à réaliser mensuellement. Au niveau de l'accès patient, je vous rappelle que la douche savonnée est maintenant obligatoire, ce qui veut dire qu'un patient qui ne se douche pas n'a pas accès à la piscine. Il ne faut vraiment pas hésiter à refuser l'accès à la piscine pour des patients qui ne souhaitent pas se doucher de manière savonnée avant d'y rentrer. J'insiste notamment sur les personnes âgées, plutôt de sexe féminin, sans vouloir faire de discrimination, qui ont tendance à se mettre beaucoup de crème parce que fragilité de la peau et puis pour différentes raisons qui vont déclencher beaucoup de chloramine dans votre piscine et qui vont vraiment être des sources de problèmes au niveau de la bactério. Donc, recommandez vraiment à ces patientes de ne pas se crémer avant la piscine et surtout une douche savonnée de manière obligatoire. Je vous recommande vivement, et ça c'est la loi qui le dit également, hein, d'interdire l'utilisation au moins aux patients fragiles quand vous avez des pH qui sont hors plage, quand vous avez un chlore qui est insuffisant ou quand vous avez des chloramines qui sont trop élevées. C'est compliqué de devoir fermer le bassin sur 1 heure ou 2 heures en cours de journée quand vous avez des patients qui viennent pour de la piscine, mais il ne faut pas hésiter à le faire et il ne faut pas hésiter à l'archiver dans vos mesures correctives en indiquant, bah là, on a un taux de chloramine qui est à 0,98 ou qui est à 1,10. Il est vraiment trop élevé. On va faire un appoint d'eau et donc on préfère vider 2 mètres cubes et les re-remplir de manière à éviter d'avoir cette problématique de chloramine. Si vous avez un taux de chlore actif qui est trop faible ou si vous avez du chlore libre qui est trop faible, vous pouvez faire une chloration choc en vérifiant sa durée pour éviter que le chlore ne monte trop. Et vous pouvez également décider de fermer le bassin pendant 1 heure. Ce sera une action corrective qui sera très appréciée en cas de contrôle. Au niveau des patients et de l'accès au bassin, il faut être extrêmement vigilant au niveau de tous les patients qui vont fréquenter le bassin sur la question des pansements non étanches, de toute forme de textile ou de toute forme d'objet étranger. Ce sont des nids à bactéries, ce sont des nids à dégradation de votre chlore et donc à production de chloramine. Rappel en termes d'usage de soins, avec un accès strictement réservé aux soins et une utilisation individualisée de la piscine. Voilà, j'espère avoir été assez clair sur ces points-là. Au niveau des dernières obligations qui nous astreignent, le premier, c'est la question de l'apport d'eau. Donc là, effectivement, c'est quelque chose qui est assez compliqué, notamment par rapport à la température de l'eau. Pour conserver une eau à 32 degrés en plein hiver, avec ce que ça coûte en électricité et les contraintes que ça représente, la loi vous impose, comme je l'indiquais, comme vous l'a dit Vincent en première partie, d'ajouter 30 litres d'eau neuve, donc du renouvellement d'eau de 30 litres d'eau par baigneur et par jour. Idéalement, il faut ajouter un compteur qui vous permette de prouver ça, parce que la problématique, c'est qu'entre les douches, entre les tirages de chasse aux toilettes, entre les lavages de mains, c'est très compliqué d'arriver à prouver que effectivement vous avez ajouté 30 litres d'eau par baigneur. Rien qu'une chasse, c'est 6 litres. Si vous tirez régulièrement la chasse, si vous avez beaucoup de fréquentation de votre cabinet, on n'arrivera pas à faire le distinguo entre ça et la piscine. Donc le compteur indépendant, c'est pas tellement compliqué à installer. Sur un tronçon de tuyau, ça se fait relativement bien. La question, ça va être d'essayer de le respecter le plus méticuleusement possible en essayant d'éviter de contraindre la température de l'eau et la piscine. On ne viendra pas vous voir en journée, enfin on ne viendra pas vérifier que vous avez bien remplacé 30 litres d'eau au fur et à mesure de la journée. Donc là, il y a deux stratégies ou vous faites des appoints un petit peu plus importants en milieu de journée. Si vous voyez par exemple sur un relevé du matin que déjà les chloramines étaient un petit peu hautes à 0,5, 0,55, vous vous dites je vais refaire un relevé en début d'après-midi ou entre midi et deux pour voir où j'en suis. Si elles sont à 0,80, n'attendez pas le soir pour réguler parce que là vous allez dans l'enchevêtrement des problèmes de régulation d'eau. Donc décidez plutôt par exemple à 13 heures de faire un appoint d'eau d'un coup de 300 litres
qui va vous permettre d'avoir une meilleure qualité de la piscine et d'avoir une meilleure régulation des soucis que vous pouvez rencontrer. La preuve attendue, comme je le disais, c'est le compteur avec une méthode tracée, ou alors c'est un volume consigné, mais c'est un petit peu compliqué de pouvoir l'indiquer si vous n'avez pas un compteur indépendant. À nouveau, le contrôle de l'ARS est extrêmement sensible aux efforts que vous allez prouver. Et donc, à ce titre-là, si vous montrez que vous avez des actions correctives, si vous montrez que vous avez un carnet d'entretien, un carnet de responsabilité avec les tâches de chacun, la régulation qui est faite, le nettoyage, le suivi, les contrôleurs ARS, et pour en connaître assez nombreux dans plusieurs régions, sont très sensibles à ces actions-là parce que souvent les remontées qu'ils font, c'est qu'on a des bassins dans lesquels personne n'est désigné, personne ne gère rien, et que c'est un peu un flou artistique en termes d'entretien. Là, déjà, quand vous faites ça, c'est quand même beaucoup mieux perçu. Et s'il y a des petites problématiques, on le note aussi. Il y a également un élément qui est à noter, qui est assez pertinent, c'est que notre rôle premier en tant que balnéothérapie en ville, c'est le post-op et c'est le patient fragile. Et on ne peut pas, d'un côté, nous demander d'avoir cet effort de santé publique, et de l'autre, s'il y a un tout petit écart de bactériologie, venir nous embêter parce on est très légèrement supérieur. Si malheureusement, juste avant le contrôle de l'agent ARS, vous avez un patient neuro ou vous avez un patient âgé qui a eu une petite fuite, qui a eu une petite problématique et qui malheureusement était porteur de bactéries, vous pouvez au moment du test avoir une petite bactério. Donc là, l'idée, c'est de montrer tout ce que vous faites et d'être le plus coopératif possible, surtout avec des petits soucis que vous allez pouvoir rencontrer. On va conclure et essayer de répondre à vos questions dans le temps imparti. Si vous avez... Alors, on a juste sauté la dernière slide, Vincent. Si vous avez une non-conformité par rapport à un contrôle ARS, l'idéal, c'est de montrer, enfin, c'est d'avoir des actions correctives qui soient standardisées. On commence par le pH. Si vous avez un pH qui est mal réglé, tout le reste va être mal réglé aussi, va en pâtir. C'est de montrer le renouvellement renforcé de l'eau en mesure d'action corrective, c'est de montrer que vous n'hésitez pas à suspendre une activité balnéo si besoin en est, et c'est que vous tracez tout ça quotidiennement, mensuellement, et que vous le suivez comme il faut. Si vous avez une non-conformité aiguë ou prolongée, des chloramines qui restent très hauts, si vous avez une eau qui est un petit peu trouble, si vous avez du chlore libre qui reste assez bas, euh, il vaut mieux fermer le bassin sur une demi-journée. Ce ne sera pas forcément non apprécié par les patients parce qu'ils se rendront compte de l'effort sanitaire que vous faites par rapport à leur prise en charge, et essayer de reprendre uniquement quand vous avez un retour à la conformité avec une durée d'arrêt qui va être le plus tracée possible par rapport à des contrôleurs. Tout ça vous permettra vraiment d'être dans les meilleures grâces entre guillemets de l'ARS et d'être dans les meilleures grâces du contrôle. J'en ai fini pour cette partie plus pratique. Je vais essayer de répondre aux questions au fur et à mesure parce qu'elles ont été nombreuses, de manière à ne pas vous laisser avec des incertitudes. Les plages de la piscine, donc les produits obligatoires, on vous a dit, l'idéal c'est quand même de vous rapprocher des éléments en lien avec vos piscinistes, puisque visiblement il y a également des singularités qui peuvent être faites par région. Quoi qu'il en soit, essayez d'utiliser des détergents et des désinfectants. Les nettoyants alcalins ou acides à base de chlore, d'ammonium quaternaire sont compatibles avec l'eau désinfectée et avec des produits qui sont non scorants. En termes de procédure, dans tous les cas, vous devez avoir un nettoyage quotidien au niveau des surfaces imputrescibles, au niveau des éléments à laver, de tout ce qui va reposer dans la piscine, et avoir des surfaces qui sont antidérapantes et dont l'entretien permet de conserver ce caractère antidérapant. Euh, Au niveau du contrôle de l'eau, on n'est pas obligé de passer par... Alors, il y a deux choses à voir qui sont différentes. Euh, la question du contrôle ARS, elle est inopinée. Ça veut dire que quand vous avez un contrôle ARS, on ne vous prévient pas, il y a le contrôleur qui arrive, qui vous demande de montrer tout ce que vous avez à lui montrer, qui va faire ses tests, qui les fait analyser en labo et qui rend son rapport à l'ARS. Vous avez deux possibilités. Enfin, vous avez les contrôles quotidiens que vous allez faire vous-même. Ensuite, vous avez la possibilité de prendre un organisme extérieur pour les relevés mensuels dont on a parlé tout à l'heure, ou vous avez la possibilité de vous en occuper par vous-même. Au niveau de l'externalisation, prenez une société qui est habilitée à le faire, qui est reconnue et qui est déjà en lien avec l'ARS là-dessus. Vous pourrez montrer que vous avez cet abonnement-là et vous pourrez montrer que vous mettez des actions correctives suite à leurs conseils et après leur passage.
À nouveau, les tarifs de la PAV sont très raisonnables par rapport à ce qui se fait sur le marché, puisque comme je vous l'indiquais, on est de l'ordre de 138 euros par an pour 12 prélèvements, pour un prélèvement mensuel. L'ARS cherche à fermer les balnéos. Je suis d'accord, il y a certaines régions où c'est très compliqué, où on a tendance à monter au créneau et où on a tendance à essayer d'être le plus force de proposition possible, notamment par rapport à l'impact de santé publique et l'impact financier qu'il peut y avoir sur de la post-op et sur des patients qui ont des besoins en termes de rééducation et de réadaptation d'être pris en charge en balnéo. Le guide, on va vous le fournir. La responsabilité de chaque utilisateur, elle est déontologique, mais elle est aussi légale, puisque, comme je vous le disais, à la différence d'une piscine municipale dans laquelle vous avez un délégué responsable de la piscine. Alors, attendez, je vous redonne le nom exact pour pas faire d'impair, pardon. Vous avez une personne responsable de la piscine, de la surveillance périodique de l'eau, très exactement. Euh, dans les cabinets de kinésithérapie, c'est le kinésithérapeute qui s'en occupe pendant la tranche, pendant la période horaire dédiée avec ses patients. Donc, d'un point de vue déontologique, vous devez, au vu de plusieurs articles du Code de déontologie, être responsable de ce que vous proposez à vos patients. Donc, c'est à la personne qui utilise la piscine de s'assurer qu'elle soit dans un état de conformité, mais au niveau légal aussi. Pour la procédure de nettoyage des surfaces, donc les produits obligatoires, on en a déjà parlé. Je vois également ici une remarque sur la question de l'acide et de la formation nécessaire. En fait, ça va dépendre du dosage de l'acide et ça va dépendre de son intensité sur la question d'avoir besoin de suivre une formation en amont ou pas. Est-ce que vous pouvez nous donner les coordonnées de contrôle mensuel avec vos partenaires? Donc notre partenaire, c'est la PAV et vous l'avez sur le site de la FMKR dans votre rubrique partenariat que vous pouvez retrouver assez facilement. Et Vincent va peut-être également le mettre en... Oui, je vais vous mettre le lien dans le chat vers la bonne page. Donc pour rappeler un petit peu les tarifs, hein, un contrôle mensuel des chlorures, du carbone organique total, du thianométhane, etc. Contrôle mensuel par an, ça coûte normalement 169 euros et pour les adhérents FMKR, c'est 135 euros. Et pour un prélèvement annuel et une analyse pour la légionnelle, ça coûte normalement 216 euros pour normalement, quoi, et 180 euros pour les adhérents. Donc c'est vraiment intéressant et je vous mets le lien vers cette page tout de suite dans le chat. Comment l'ARS pourra connaître le nombre de patients qui sont allés en piscine? Alors ça, je vous conseille vivement d'être très attentif à ces questions-là, parce qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle et avec les algorithmes, c'est extrêmement facile pour l'ARS de recouper avec vos SNIR et de savoir précisément le nombre d'indemnités balnéo qui ont été cotées sur un même site sur une même journée. Donc ne jouez vraiment pas à ça. Aujourd'hui, en cas de contrôle, on ne peut vraiment pas répondre de manière hasardeuse et vous devez tenir un registre du nombre de patients par jour. Ça, c'est également une obligation. Donc, tous les jours, vous devez savoir s'il y a eu 20, 50, 100, 150 patients dans votre balnéo. C'est une obligation. Le temps de séance légale, il n'y a pas de temps de séance légale. On va vous rappeler la question de la déontologie. D'un point de vue déonto, en cas de séance collective, vous devez respecter la durée légale de la NGAP, c'est-à-dire 30 minutes par séance et par patient. Donc, si vous avez 3 patients en même temps, théoriquement, vous devez les garder 1 heure et demie en balnéo. Alors, on sait bien que ce n'est pas la pratique qu'on a. Par contre, faites attention parce qu'il va y avoir de plus en plus de contrôles. Effectivement, si vous avez 8, 10 patients en même temps dans la piscine, ça commence à faire beaucoup. Donc, essayez de respecter sur des plages horaires d'1 heure, de ne pas dépasser 3, 4 patients, allez, 5 vraiment maxi, mais déjà vous êtes border par rapport à la nomenclature. Je vous répète vraiment le cadre légal c'est maximum 3 patients par tranche d'1 heure et demie. Et ça, c'est rattaché à la NGAP. Pouvez-vous me faire remonter que trop de normes tuent la norme sur notre territoire semi-rural? Deux balnéos ont fermé l'an passé. Bah, je sais bien, malheureusement, on a beaucoup de remontées dans ce sens-là. Et on sait qu'il y a pas mal de secteurs sur lesquels on a des balnéos qui ferment à cause d'acharnement de l'ARS, à cause d'entretien non régulé. À nouveau, notre objectif ici, c'est de vous donner le cadre légal et de vous apporter le plus de précision possible pour vous mettre bien lors d'un contrôle et éviter toute problématique avec l'ARS. À 2 reprises, on a parlé d'avant 2009. Alors non, on n'a pas parlé d'avant 2009, c'est parce qu'il y avait une question sur un confrère dans le chat qui écrivait ma piscine date de 2009. Mais on parle bien d'avant 2022 et pas 2002 non plus. Alors j'ai répondu à toutes vos questions, me semble-t-il, sur... Ah non, il y en a encore, pardon.
Est-ce qu'il y a une tolérance sur le nombre de patients? Enfin, par rapport à la NGAP, en cas de contrôle, il n'y a pas de tolérance, hein. On est sur le respect de la NGAP. Après, avoir le nombre de patients que vous prenez par jour, mais quand j'ai des confrères et des consoeurs qui m'appellent pour des indus et qui ont eu déjà 40 patients sur la matinée en balnéo et qui me disent mais comment je fais pour prendre les autres patients dans la journée? Bah, c'est un peu compliqué de prendre 10 patients de l'heure en balnéo et de ne pas se retrouver en suractivité derrière. Donc on essaye de respecter au mieux la NGAP là-dessus. Reconfirmer qu'on peut passer par la PAV. Alors, oui, on peut passer par la PAV pour les obligations mensuelles. Par contre, ça ne vous dédouanera pas des contrôles inopinés de l'ARS. C'est-à-dire que l'ARS peut passer quand elle le souhaite. Si vous avez des contrôles qui sont non conformes ou qui sont régulièrement problématiques, vous pouvez avoir des contrôles qui sont beaucoup plus réguliers. Nous, à titre personnel, dans la piscine, on a été contrôlé 2 fois en 3 ans, je crois parce que quand ils sont venus, il n'y avait rien à redire. Et les petits débords qu'on pouvait avoir sur certains chiffres, on a montré vraiment notre exigence en termes de suivi, en termes de protocole et en termes de méticulosité. Et le contrôleur nous a dit directement, ça fait plaisir et on aimerait bien voir beaucoup plus de bassins qui sont gérés comme ça, parce que même si parfois vous pouvez déborder un petit peu, et ça, selon l'heure du contrôle, bah, il peut y avoir des débordements, parce que, comme je l'ai dit avant, un patient qui a une fuite, un patient qui a une plaie ouverte et qui perd son pansement étanche dans la piscine, ainsi de suite. Si on a mal régulé, si on a mal suivi, sur une petite erreur, il peut y avoir des fois des débordements, mais ce qui compte vraiment, c'est le fait d'essayer de se rapprocher le plus possible des normes et d'être méticuleux et de ne pas hésiter à fermer sa balnéo quand il y a quelque chose qui ne va pas. La question de taille du bassin, non, c'est la NGAP, hein. On peut avoir un bassin de 200 mètres carrés, c'est pas pour autant qu'on a le droit d'y mettre 40 patients par heure. Je vous rappelle qu'en termes de contrôle de suractivité, en général, on considère qu'un kiné est en suractivité au-delà de 35-38 patients par jour. Donc, que ce soit de la balnéo, que ce soit de la prise en charge individuelle, on reste sur les mêmes taux. La balnéo ne change rien à ces questions de contrôle. J'en ai fini avec les questions-réponses. Je vais essayer de passer aux questions du chat, mais il y en a beaucoup, donc je vous prie de m'excuser si je ne peux pas répondre à tout le monde. Euh, Alors, j'essaie de remonter le plus loin possible, mais en essayant de faire de la redite. Cabinet neuf, malheureusement, effectivement, on est censé avoir un bac tampon, mais même pour les autres, hein, là-dessus, il n'y a pas d'exemption. Ça nous semble assez surprenant. Le gros intérêt du bac tampon, c'est de pouvoir éliminer la majeure partie des chloramines, des bactéries et des éléments flottants. Donc, ça a du sens, mais d'un point de vue technique, on ne voit pas trop comment l'intégrer dans des piscines de balnéothérapie privées qui sont souvent de petite taille. Le compteur d'eau, il est obligatoire. Il était déjà obligatoire avant 2022 et il l'est encore plus aujourd'hui. Donc après, il faut se mettre dans la norme là-dessus et essayer de le respecter au mieux. Le renouvellement correspond à la filtration des infections. Non, le renouvellement, c'est de l'eau propre. Ça veut dire que on doit apporter 30 litres d'eau extérieure, d'eau non renouvelée, enfin d'eau non traitée, d'eau du réseau d'eau, par patient et par jour. Les déchloraminateurs, effectivement, il en existe, mais c'est assez cher. C'est vrai que c'est efficace, mais le coût est quand même assez important. Et ça consomme pas mal, même quand c'est sur de l'UV. Quels sont les 3 éléments à faire en plus du chlorure? Alors, il me semble vous l'avoir déjà dit, mais je vais essayer de le répéter un peu plus lentement. Donc, sur les relevés journaliers, vous avez le pH, le chlore libre, le chlore combiné ou chloramine, le chlore actif. Et sur les relevés mensuels, vous avez les chlorures, le carbone organique total et le THM. Bon, quelqu'un confirme que les déchloraminateurs sont hors de prix. Le jour même ou tous les 2 jours, c'est bon pour le renouvellement si les mesures sont bonnes. Bah, théoriquement, c'est par patient et par jour, donc ça doit être prouvé dans les 24 heures. Le compteur indépendant, dans le cas où on n'est pas propriétaire du cabinet, il sera à la charge du propriétaire du locataire. On peut être locataire et pour autant, dans le bail locatif, indiquer qu'on s'occupe soi-même de la piscine. Après, si la piscine est partagée ou s'il y a d'autres usages, le changement doit être fait et ça fait partie d'adaptations qui ne sont pas du mobilier. Donc, j'aurais tendance à dire que le locataire peut en être responsable. Les burkinis, bah oui, les burkinis, c'est très embêtant puisque ça fait beaucoup de tissu.
Est-ce qu'on doit interdire certains types de maillots? On n'est pas censé faire de discrimination au niveau des cabinets. Peut-être que vous pouvez proposer des créneaux dans lesquels vous allez avoir une patientèle qui du coup sera entre elles et pourra éviter le port du burkini. Mais je vous déconseille assez vivement l'acceptation du burkini dans le cabinet parce que pouvoir prouver que la personne a désinfecté convenablement son vêtement, qu'elle l'a pas mis en dehors de la piscine, qu'elle s'est vraiment changée en entrant dans la piscine et tout ça, c'est quand même beaucoup de risques par rapport à l'entretien de votre balnéo. Compliqué quand il y a balnéo de 8h à 20h, on est bien d'accord. Oui, mais qui va vider et remplir le week-end? Bah, c'est de l'entretien, hein. Nous, si ça peut vous intéresser, par exemple, au cabinet, on roule toutes les semaines et tous les week-ends, on a un des kinés, titulaire comme assistant, qui viennent s'occuper de l'entretien, qui viennent vérifier, qui viennent remettre à jour le carnet et qui prend son tour, sa part à tour de rôle. Donc ça permet, quand vous avez des enfants, de les amener, de leur faire faire un peu de piscine aussi sur le week-end. Ça prend pas un temps fou et ça vous permet d'avoir l'esprit tranquille. Le titulaire, à nouveau, je vous réponds que le titulaire a l'obligation d'entretien de la piscine, d'entretien financier, mais il n'a pas l'obligation que tout soit dans les clous à l'instant T si ce n'est pas ses patients qui sont dans l'eau. Comment vider une piscine de 10 mètres cubes un mardi et qu'elle soit opérationnelle le lendemain? Dans une piscine de 10 mètres cubes, si on a 3 patients, et ça me semble compliqué d'en avoir plus, par heure pendant 10 heures dans la journée, globalement, ça fera 300 litres, ça fera un mètre cube à changer. Si on change ce mètre cube le soir et que on la laisse remplir en automatique pendant la nuit, j'ai tendance quand même à penser que les 10-12 heures de non-occupation, de non-utilisation permettent d'avoir une eau qui reste à température. L'acide ne doit pas être géré sans formation. J'y ai déjà répondu, ça dépend du dosage de l'acide. Vous avez plein de produits ménagers qui vous permettent d'utiliser de l'acide à dosage réduit. Effectivement, ne mettez pas du pH minus ou de l'acide chlorhydrique à 30 ou 40 degrés. Vous risquez en plus d'abîmer les installations. Le produit dans le pédiluve, ce sont les produits sanitaires d'entretien classiques. À nouveau, on en a parlé. Chez nous, tout le monde participe à la mise en œuvre des actions. On est neuf, bah c'est top, hein, c'est vraiment ce qu'il faut faire pour Ludovic et c'est le bon exemple à donner. Le bac tampon, coût, mais surtout possibilité d'installation. On est bien d'accord, c'est la raison pour laquelle on a déjà pris attache avec le ministère et qu'on va essayer d'affiner tout ça rapidement. Eau renouvelée en permanence, eau dans le pédiluve par aux égouts, remplissage est automatique. OK. Donc en effet, si on le fait en permanence, en automatique, ça permet d'éviter les problématiques de température d'eau. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que le risque, enfin le risque non, mais c'est que si vous avez besoin de faire un gros appoint d'un coup, ça va être plus compliqué ça va être plus compliqué d'avoir ce gros apport si vous voulez réguler les chloramines ou la question du pH ou du chlore. Effectivement, c'est légal d'avoir un remplissage auto dès lors que vous avez un compteur automatique. Donc le compteur peut se faire en aval du remplisseur automatique, puisque le remplisseur automatique se fait sur de l'eau du réseau et pas sur de l'eau filtrée par la piscine. La formation pour l'aspect nettoyage et entretien des bassins. Écoutez, on ne s'est pas renseigné sur le sujet, mais on regardera. Nous, déjà, on vous propose un guide qui, je pense, vous permettra d'être dans les clous et bien entendu, on l'alimentera avec vos remarques pour en faire un guide le plus efficient possible pour tout le monde. Ça, j'ai répondu. J'ai pris contact avec la PAV la semaine dernière. Ils n'ont pas l'air d'être au courant du partenariat. Je ne sais pas s'il y a un code partenariat ou s'il y a des éléments, mais en tout cas, c'est bien de nous le faire remonter. On va reprendre contact avec nos correspondants nationaux pour le leur faire savoir et identifier la meilleure manière de pouvoir vous faire bénéficier de cet avantage. Il faut donc jeter 30 litres par jour et par patient, effectivement. Il faut considérer aussi qu'au niveau des déshumidificateurs que vous pouvez avoir autour de la piscine, ça représente quand même un certain volume, hein. Sur les déshumidificateurs, vous êtes assez vite à 30 à 40 litres par jour dans une piscine. Donc il y a aussi de l'eau qui va en déperdition par l'évaporation. Mais effectivement, les 30 litres par jour et par patient, il faut la jeter. Non, c'est 3-4 par heure de balnéo. Si c'est moins, vaut mieux vendre des pizzas. J'entends bien. Après, moi, je vous donne juste le cadre légal, hein, et je vous mets en garde par rapport à d'éventuels contrôles. Donc, plus de 5 contrôles annuels aléatoires faits par une société sur Paris. On doit en plus payer la PAV pour faire tous les mois. En fait, dans les obligations légales, les indicateurs que je vous ai donnés, c'est à faire mensuellement. Et en cas de contrôle, il faut montrer qu'on le fait tous les mois. Après, pour la PAV, on vous l'a dit, c'est une dizaine d'euros par mois à l'année. Donc, c'est quand même pas une dépense énorme par rapport à ce que ça représente. En une séance de balnéo, vous l'avez remboursé
sur le mois sur la cotation complémentaire de Balnéo. Donc, ça vaut quand même le coup de se prémunir de ça et d'être dans les clous. Hop. Pour la PAV dans les DOM, oui, je sais qu'ils sont présents dans les DOM. Après, à nouveau, on va revoir la question du partenariat et les preuves que vous devez éventuellement apporter à vos interlocuteurs territoriaux. On s'en occupe. Un contrôle d'un labo privé nommé par l'ARS obligatoire tous les 2 mois, est-ce normal? L'ARS ne peut vous imposer que des contrôles inopinés. Si les contrôles sont bons, théoriquement, ils ne sont pas censés venir tous les 2 mois ou de manière plus régulière. Donc là-dessus, je vous invite également à contacter directement l'ARS et à demander une explication pourquoi est-ce que vous avez des contrôles qui sont aussi réguliers. Ça vaut également le coup de monter au créneau avec vos représentants syndicaux départementaux qui vont avoir la possibilité d'aller chercher des informations et de comprendre pourquoi ces contrôles. En tout cas, quand les contrôles sont clean, théoriquement, ils sont quand même assez espacés et il n'y a pas de raison particulière pour qu'on vous harcèle, entre guillemets, avec le coût que ça représente, puisque c'est vous qui payez le contrôle de l'ARS. Inégalité de contrôle province-grande ville, je ne sais pas répondre à nouveau, mais ça vaut le coup d'aller voir vos représentants départementaux pour qu'ils puissent prendre rendez-vous avec les services de l'ARS et en savoir un petit peu plus. À Lyon, contrôle obligatoire minimum tous les trimestres. Bah pareil, on va en faire un retour à nos délégations territoriales de manière à pouvoir savoir ce qu'il en est, à pouvoir harmoniser tout ça, à réduire les coûts que ça peut représenter et à comprendre également ce qu'il en est puisqu'il n'y a pas d'obligation. Et à partir du moment où vous avez déjà éventuellement sous-traité les analyses et que tout est dans les clous, il n'y a pas de raison particulière et il n'y a pas de bénéfice particulier à le faire tous les trimestres, surtout si c'est OK. OK. Donc les déchloraminateurs vont dégrader les chloramines mais créer des trihalométhanes que les contrôleurs vont rechercher aussi. Merci pour la précision. Comment serons-nous informés de la problématique des bacs tampons? Bah, pour l'instant, c'est le cadre légal, mais de toute façon, vous n'allez pas engager des travaux qui vous imposent de détruire le bassin pour implanter des bacs tampons. Donc pour l'instant, ne faites rien. On verra, nous, le plus rapidement possible avec le ministère, comment est-ce qu'on peut entendre ça. Mais en cas de contrôle, bah, demandez aux contrôleurs et demandez à l'ARS ce qu'ils entendent par là aussi. Faites-nous le remonter. Je ne pense pas qu'ils ferment des balnéos de kinésithérapie parce qu'il n'y a pas de bac tampon du moins aussi proche du texte légal, parce qu'effectivement, ça serait problématique. Et oui, on sait qu'il y a pas mal de bassins qui ferment. 3 kinés, piscine de 24 mètres carrés, 9 patients possibles dans un bassin sur 1h30. Oui, effectivement, dans la théorie, vous pouvez avoir plusieurs patients de kinés différents dans la piscine. L'eau du bassin dans le pédiluve. Le pédiluve, il est censé être indépendant du bassin. Ça doit être un réseau théoriquement indépendant. Euh, Alors, on- dans l'arrêté du 19 décembre, là, il y a justement un article 14 sur les pédiluves qui dit qu'on peut utiliser les premières eaux issues du lavage des filtres euh, pour alimenter les pédiluves à condition qu'il y ait une microfiltration avant d'être réutilisé pour le pédiluve. C'est ce Ok, qui est donc dit. merci pour la précision, Vincent, je l'avais plus en tête. Tout l'intérêt d'avoir toujours un juriste avec soi pour reprendre les petites bêtises qu'on peut dire. Donc effectivement, il y a cette possibilité. Merci beaucoup, Vincent. La bouteille d'oxygène est obligatoire. Alors, j'ai pas bien compris la question pour la bouteille d'oxygène. Avec plaisir pour ce temps d'échange en espérant vous avoir renseigné au mieux. Et puis, je pense qu'on a fait à peu près le tour au niveau des questions que vous aviez. Donc, pour ceux qui le souhaitent, on va vous mettre le guide en ligne avec les premières informations qui sont mentionnées. Si vous avez des remarques et que vous estimez qu'il y a des éléments à compléter ou à ajuster, n'hésitez surtout pas. On essaiera de l'améliorer au fur et à mesure. C'est vraiment l'objectif. Et puis pour le reste, en conclusion, si on peut le dire ainsi, l'idée, ça va être vraiment de montrer la meilleure des volontés que vous puissiez avoir avec les contrôleurs de l'ARS. À partir du moment où vous avez un registre, des actions correctives, des rôles dédiés et vraiment une mission d'entretien, il y a quand même peu de chances qu'on vienne vous embêter et qu'on vienne aller au-delà du cadre légal. On a débordé d'un quart d'heure, mais je pense que c'était nécessaire. S'il y en a le besoin, n'hésitez pas à nous faire des remontées par mail. Alors, je vais vous remettre mon mail là-dessus pour éviter de saturer les services. Euh,
Et donc, vous pouvez me contacter directement par mail. Je viens de le mettre dans le chat. Vous pouvez me contacter directement par mail s'il y a des questions. Je les traiterai avec plaisir. Et s'il y a des besoins, on refera bien entendu une communication sur le sujet et on vous tiendra informé des échanges qu'on a avec nos correspondants. Merci beaucoup. Bonne journée à toutes et tous. Bon après-midi et à bientôt. À bientôt. Merci.